Voilà, bonjour, on se retrouve pour la suite, c'est-à-dire aujourd'hui augmentation de capital, action propre. On termine la problématique des capitaux propres au bilan, puis on prend encore quelques cas. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vous propose de faire d'une traite, sans pause jusqu'à environ midi moins quart, finir un peu plus vite, si ça vous va, je dois partir un peu plus tôt. Voilà, donc augmentation du capital. Toute la procédure est réglée dans le Code des obligations. Alors, tout d'abord, on prévoit l'augmentation par la voie dite ordinaire, traditionnelle, ordinaire. Ça veut dire que l'Assemblée générale prend une décision, et seule l'Assemblée générale peut prendre cette décision d'augmenter le capital. C'est un acte authentique, acte notarié, qui doit comprendre toute une série de dispositions, d'indications, prévues expressément dans la loi. Il y a une procédure ici, c'est-à-dire, comme en cas de fondation, on l'avait vu la dernière fois, une fois que l'Assemblée générale prend cette décision d'augmenter le capital, il s'agit de souscrire les actions. Et ça, c'est le conseil d'administration qui doit lancer la procédure. Il a 6 mois pour finaliser cette procédure, 6 mois dès la décision de l'Assemblée générale, pour d'abord souscrire les actions, donc recueillir ces souscriptions, se rappeler, c'est une promesse d'apport par l'actionnaire. Si vous êtes actionnaire, on vient vous solliciter, l'Assemblée générale a pris une décision, vous étiez favorable ou pas, vous étiez peut-être absent, présent, peu importe à l'Assemblée. De par la loi, vous avez un droit de souscrire les nouvelles actions, proportionnellement à votre part. Vous avez 10% des parts, bien vous pouvez souscrire 10% des nouvelles. Sauf quelques cas où on peut supprimer ce droit de souscription pour juste motif. Alors on va vous solliciter, l'Assemblée générale a prévu une telle augmentation, vous avez le droit de souscrire, pas l'obligation, parce que la seule obligation pour l'actionnaire, c'est libérer le capital qu'il a souscrit, mais on n'a pas l'obligation de souscrire, de promettre un apport. Puis ensuite, après cette souscription, cette promesse d'apport, intervient la libération des apports. Vous vous rappelez, comme en cas de fondation, il ne suffit pas d'avoir une promesse d'apport, il faut maintenant apporter le capital promis, souscrit. Par des procédures, là aussi, s'il y a apport en espèces, vous vous rappelez comment on apporte ce cash? Est-ce qu'on peut l'apporter dans une valise remplie de billets? Non. On doit déposer les fonds sur un office de consignation. En fait, c'est un compte bancaire bloqué jusqu'à ce que l'inscription de l'augmentation du capital au registre du commerce a eu lieu. Parce que c'est cette inscription qui fait foi, qui déclenche juridiquement tous les effets de l'augmentation du capital. Donc, on apporte ces capitaux, ce cash, sur un compte de consignation bancaire bloqué. Les apports en nature nécessitent la forme écrite. J'apporte un véhicule, du mobilier, voire même un immeuble ou un brevet, peu importe. Forme écrite, il y a un contrat, comme quoi j'apporte, mais par ma signature, j'apporte ce bien. Ces apports en nature, comme en cas de fondation, nécessitent un rapport d'augmentation du capital qui est établi par le conseil d'administration, qui atteste, 1, l'existence des apports en nature, et 2, le bien fondé de leur évaluation. Parce que si j'apporte, peu importe, une créance, un brevet, une marque, un immeuble, c'est-à-dire un apport en nature, on comprend que l'évaluation, c'est quand même un peu plus compliqué que si j'apporte du cash. Là, il n'y a pas de problématique. Alors, il y a un rapport établi par le conseil d'administration qui atteste l'existence et l'évaluation de l'apport. Ce rapport de fondation, d'augmentation de capital, il devra ensuite être vérifié par un réviseur agréé qui lui-même attestera que ce rapport de fondation est complet et exact. Donc il y a un rapport d'un réviseur agréé, donc qui est complètement externe et indépendant de la société, et du conseil d'administration et d'un éventuel actionnaire qui a des parts importantes,
ce rapport doit indiquer que le rapport de fondation ou d'augmentation de capital est complet et surtout que l'évaluation des apports en nature satisfait aux règles économiques d'évaluation. C'est-à-dire que si on apporte un immeuble pour 1 million, le réviseur agréé doit attester que, un, l'immeuble existe, il est propriété de la personne qui l'apporte, et puis, deux, que cet immeuble vaut au moins 1 million. Si c'est plus, tant mieux, tant pis, peu importe, mais surtout pas moins. On ne pourrait pas dire j'apporte un immeuble pour 1 million s'il vaut moins. Vous voyez, ce n'est pas possible. Toute cette procédure d'augmentation du capital ne voudrait rien dire. On peut encore procéder à un apport par une conversion de dette. Ça se voit de temps en temps, et notamment dans des situations d'assainissement, où il y a un peu trop de dettes. Un actionnaire dit moi j'ai une créance envers la société, qui a une dette envers moi. Donc je suis au passif de son bilan dans les dettes. Eh bien, je suis d'accord de passer cette dette dans les capitaux propres. Vous voyez, je transforme la dette en capital action et par conséquent, en contrepartie, je reçois des actions. La dette diminue, les fonds propres augmentent. Parfois, mais ça c'est plus rare, mais ce n'est pas interdit, l'apport peut constituer en une conversion des réserves. Ça c'est spécial. Prenez l'écriture comptable, réserve au débit, compte de fonds propres, capital action au crédit, capitaux propres. Vous voyez, vous baissez les capitaux propres par les réserves, puis vous les augmentez par le capital action. Ça ne sert pas à grand-chose. L'entreprise ne reçoit aucun actif, elle a les mêmes dettes. C'est une simple permutation de fonds propres. Dans quel cas on procède ainsi? Parfois, je vous dis c'est rare, mais parfois, lorsque l'entreprise, pour différentes raisons, ne veut pas ou n'est pas tellement en mesure de distribuer un dividende, mais qu'elle souhaite distribuer un dividende. Un temps, certaines entreprises l'ont fait, Crédit Suisse l'a fait un temps, certaines années, en disant la situation n'était pas, il y a quelques années en arrière déjà, n'était pas très bonne. La banque dit on veut montrer un signal qu'on distribue régulièrement un dividende, mais ce n'est pas le moment de distribuer du cash et de réduire les fonds propres, capital action ou capitaux propres au débit, plutôt liquidité au crédit. Alors, la banque avait dit, enfin c'est pas la banque, c'est l'Assemblée générale qui a décidé qu'au lieu de verser un dividende sous cette forme de cash, eh bien ce dividende se fera sous forme d'augmentation du capital par conversion de réserves. On transformait des réserves, il y a moins de réserves, rappelez, ce compte au passif dans les fonds propres, pour l'inscrire ensuite dans le capital action. Ça veut dire que les actionnaires de la banque recevaient des actions gratuitement. C'est ce qu'on appelle la remise d'actions gratuite. On vous dit, vous êtes actionnaire, eh bien vous recevez une action. Chaque fois, je crois que c'était chaque fois que vous aviez 20 à peu près actions, eh bien vous en receviez une nouvelle gratuitement. Oui, ça faisait office de dividende. Bon, c'est le truc à ne pas faire, en principe, parce que, sauf quelques cas, passer des réserves dans le capital action, passer des réserves fiscalement imposables dans du capital action non imposable en cas de distribution, vous avez compris, et c'est normal, le fisc dit vous avez été malin. Au lieu de distribuer des réserves aux actionnaires, réserves au débit, liquidité au crédit, vous avez passé ces réserves dans le capital action, puis après vous pourrez verser ce capital action aux actionnaires sans impôt. Alors, c'est légal, mais alors on vous dit le passage est imposé, c'est comme un dividende soumis à impôt anticipé. L'agio, une fois que tout est terminé, c'est-à-dire une fois que les apports sont souscrits, libérés, que
le cas échéant, il y a eu ces vérifications par le réviseur agréé, que les statuts sont maintenant modifiés et inscription de l'augmentation du capital au registre du commerce, tout est terminé, donc l'opération est maintenant finalisée et la prime à l'émission éventuelle, l'agio, on voit ça tout de suite avec un cas, impacte le poste qui s'appelle réserve légale issue du capital. Voilà, ça c'est très important et on le voit avec le cas. A présente ses capitaux propres et augmente son capital selon les modalités que vous avez au deuxième paragraphe. Alors, on va journaliser l'opération et on va voir l'impact sur les capitaux propres. Donc, je mets tout de suite le petit tableau ici. Vous avez le capital action, 4 millions avant l'augmentation du capital. Je mets tout de suite ici. Je rappelle que le capital action, c'est toujours le nombre d'actions émises fois le nominal. Oui. Oui, je sais, je viens tout de suite, c'est pour vous laisser un moment la donner. Donc, on le verra, on peut inscrire sous la rubrique capital action, 4 millions. Je rappelle que je m'occupe ici, bon, je mets ici, que des fonds propres. C'est un montant qui est invariable, sauf décision de l'Assemblée générale qui augmente ou réduit, on va voir, le capital. Mais alors pour ça, il faut une décision de l'AG, il faut une procédure, une inscription au registre du commerce. Puis ensuite, vous avez la réserve légale issue du capital. Pour l'instant, elle est nulle. Je rappelle le terme réserve, ce n'est pas un bon terme. Enfin, c'est un terme, c'est ainsi, mais enfin, c'est un terme qui laisse entendre peut-être qu'il y a de la réserve de cash quelque part, surtout pas. Ça n'a rien à voir avec le cash, puis on comprend bien pourquoi. On s'occupe des fonds propres. S'il y a du cash, c'est à l'actif du bilan, pas dans les fonds propres au passif. Réserve légale, c'est le terme expressément prévu dans la loi. Pourquoi légale? Parce que c'est la loi qui prévoit cette terminologie, et c'est la loi surtout qui prévoit les situations, comme ici, où on n'a pas le choix, attribuer un montant, on n'a pas le choix du montant, dans ce poste réserve légale. C'est la loi aussi, on comprend le terme légal, qui prévoit les situations dans lesquelles on peut utiliser cette réserve. On n'est pas libre de l'utiliser n'importe quand, n'importe comment. Cette réserve légale, prévue dans la loi, elle est alimentée par l'agio, la prime à l'émission en cas d'action. C'est pour ça qu'on l'appelle issue du capital ou de la fondation ou de l'augmentation du capital. On a une deuxième réserve légale qu'on doit présenter de manière distincte. Elle est issue, dit la loi, du bénéfice. Elle résulte de bénéfices passés. Chaque année, vous vous rappelez, la dernière fois on l'avait vu, on va le revoir tout de suite, qu'une partie du bénéfice doit être attribuée, on n'a pas le choix, à cette réserve légale qui est bloquée, qui ne peut pas être utilisée comme on le souhaite. La loi prévoit les cas où on peut utiliser la réserve. 5% du bénéfice jusqu'à ce que cette réserve, avec la réserve issue du capital, atteigne la moitié du capital action de 4 millions. Et pour l'instant, on est à 1 800 000. Si vous lisez ce bilan, vous voyez tout de suite
que cette réserve, qui provient de bénéfices passés, ne peut pas être distribuée aux actionnaires. Elle est bloquée, elle ne servira qu'à couvrir des pertes. Elle est bloquée. Vous voyez, les actionnaires pourraient se dire, il y a eu des bénéfices passés, on a attribué une partie de ces bénéfices à cette réserve. Mais les actionnaires disent, ou pourraient dire, mais cette réserve, on aimerait bien la distribuer, il faut qu'il y ait du cash, comme dividende. Ben non, on ne peut pas. On ne peut pas sortir ce montant de l'entreprise sous forme de dividende. On voit bien pourquoi. Le législateur dit, par cette manière, on contribue à protéger les créanciers. Vous voyez, les créanciers, on sait bien, ils sont garantis par l'actif. Si vous sortez, vous diminuez l'actif, par exemple pour du dividende, il y a moins d'actifs. Donc il y a moins d'actifs qui couvrent les dettes. Alors la loi dit, s'il y a du bénéfice, une partie, faites-en ce que vous voulez, vous pouvez distribuer, mais une partie, vous la bloquez dans cette réserve. Ensuite, résultat reporté, 3 millions. Alors, résultat reporté, le terme est clair. C'est du résultat passé qu'on a décidé de reporter à nouveau. Oui. Exactement. Elle est bloquée tant qu'elle n'atteint pas, tant que les deux ensemble, mais la première et les zéros, n'atteignent pas la moitié du capital action. Effectivement, donc ici, on n'y est pas, la moitié de 4 millions. Tant qu'on n'est pas à 2 millions ici, elle est bloquée. Par contre, les 3 millions, est-ce qu'on pourrait, si les actionnaires à l'Assemblée générale le souhaitent, les distribuer? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, ce n'est pas interdit. Les actionnaires choisissent. Total des capitaux propres. Au passif du bilan. Je ne m'occupe que des fonds propres, je l'ai dit tout à l'heure. 8 800 000. Voilà, ça c'est la situation avant l'augmentation de capital. Puis maintenant, on augmente le capital. Mais voyez pourquoi on augmenterait le capital, comme on va le voir tout de suite. Pour quelle raison? Les actionnaires à l'Assemblée générale diraient, oui, on va faire un apport supplémentaire. Oui. Ouais, c'est pas le but, je dirais, c'est pas le but de faire un apport pour pouvoir ensuite distribuer quelque chose. Pourquoi on augmenterait le capital? Pour qu'on sollicite les actionnaires pour apporter des nouveaux capitaux à l'entreprise, qui va forcément ensuite les utiliser. Comment? Oui, voilà, pour financer la croissance. Vous voyez, vous avez un projet de développement. La croissance, elle implique une hausse de l'actif, donc une hausse des passifs. Passifs, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit c'est l'endettement, soit c'est les fonds propres. L'endettement, forcément que les créanciers disent au bout d'un moment, on s'arrête, on ne finance plus. Dans les PME, la principale source de financement sous forme de dette, c'est un financement bancaire. Mais les banques doivent être prudentes, elles ne peuvent pas financer des projets trop risqués. Au bout d'un moment, elles disent, on est d'accord de financer une partie de vos affaires, de votre bilan, mais pas tout, de loin pas. Le reste doit être financé par les investisseurs qui prennent le risque, en premier, les actionnaires. C'est logique qu'ils prennent le risque de perdre leur mise, parce que s'il y a un gain, le gain, il est aussi pour eux. Donc les banques disent, voilà, nous on reçoit un intérêt. Si la situation va très bien et des gros bénéfices, la banque dit, c'est pas pour nous ce bénéfice, on ne veut pas non plus perdre et prendre des risques. Donc, au bout d'un moment, les banques s'arrêtent dans le financement.
Et c'est donc les actionnaires qui doivent, si on souhaite assumer une croissance, qui doivent financer. Deuxième cas possible, c'est aussi en matière de financement, hein, mais en cas de problème. Il y a des problèmes financiers, les fonds propres deviennent trop bas par suite de pertes. Oui, là j'ai mis 3 millions de bénéfices reportés. Imaginez, je l'enlève après, que ce soit moins 3 millions, parce que ce n'est pas des bénéfices, ce seraient des pertes reportées. Les fonds propres deviennent bas, hein, dans ce cas. Il n'y aurait plus que 2 800 000. Les créanciers commencent à prendre peur, c'est logique, ils disent, mais on ne veut surtout plus prêter, puisqu'il y a davantage de risques, les taux d'intérêt augmentent, l'entreprise peut être confrontée à des problèmes importants. D'où une augmentation du capital dans ces situations d'assainissement. Assainissement, la situation financière. Voilà, on augmente le capital. Alors, on va prendre toutes les opérations, les unes après les autres. Comme en cas de fondation, il y a d'abord la souscription des actions. Souscrire une action, c'est, par sa signature, promettre un apport. Et je rappelle que les actionnaires ont un droit qu'on ne peut pas supprimer, qu'on ne peut pas limiter, sauf juste motif, de souscrire prioritairement l'augmentation du capital. J'ai 10% des parts, j'ai le droit de souscrire 10%, mais je n'ai pas l'obligation. Donc vous dites, oui, je souscris, ben voilà, vous allez souscrire, puis ensuite libérer le capital. Ou bien vous dites non, je ne souscris pas ou pas tout. Ben dans ce cas, vous allez transférer votre droit de souscrire à un tiers qui souscrira à votre place, si on trouve ce tiers. Alors, souscription, la décision de l'augmentation de capital porte sur 2000 actions de 500, c'est-à-dire 1 million. Mais on a dit qu'on souscrivait au prix de 1200 chacune. Donc les 2000 actions ont un prix, non pas de 500 nominal, mais 1200. On promet, alors on va souscrire et inscrire la souscription promise dans ce compte actionnaire, compte apport. Le montant total souscrit, c'est vite vu, hein, toutes les actions sont souscrites, donc 2000 actions. 1200. Les actionnaires promettent d'apporter 2 400 000. Et je rappelle que dans les 1200, il y a 500 nominales. C'est la donnée, hein, 500 nominales, c'est la valeur faciale, la valeur inscrite sur l'action. Elle est importante, cette valeur, parce que c'est le minimum qu'on doit souscrire. Vous voyez, si vous avez une action de 500, vous devez dire « je souscris 500 », au moins. Mais on peut souscrire plus, ça c'est pas interdit. 700 de plus. Ça c'est la prime. Hein, on comprend bien la notion de prime. Sur 1200, 500 c'est le nominal, et la prime, la différence. Alors, pourquoi je distingue les deux? Parce que au crédit, on va avoir ici capital action. Je vais mettre un peu plus de place. Le capital action, 500 nominal pour les 2000 actions, 1 million. Et on respecte ce qu'on avait dit avant. Le capital action, c'est toujours le nombre d'actions émises, 2000 de plus, fois le nominal, 500. Mais on voit bien que l'écriture n'est pas soldée, qu'il manque 1 400 000.
Quel compte? Ah voilà, réserve. Là, vous n'avez pas le choix. Légal. C'est la loi qui vous force à inscrire ce chiffre dans ce poste, issu du capital. Compte de fonds propres, hein, on l'a compris. Toutes les actions sont souscrites. Maintenant, il va falloir mettre à disposition ces fonds. Libération des apports. Dans la société anonyme, la loi dit à la fondation, comme en cas d'augmentation du capital, il faut un minimum libéré de 50 000, en tous les cas, et 20% du nominal, au moins. Alors, on peut libérer tout ou qu'une partie. La prime doit être libérée. Hein. La prime, elle est complètement libérée. Mais le nominal de 1 million pourrait être libéré qu'à 20%. Le reste sera libéré plus tard. Alors ici, on dit, je le lis, apport en espèces 700 000, donc office de consignation, parce que l'apport en espèces doit être libéré sur un compte bloqué de consignation, 700 000. Puis, un apport en nature, c'est-à-dire un immeuble, 2 800 000. Et on comprend bien qu'ici, il va falloir un rapport d'augmentation du capital pour les apports en nature, établi par et sous sa responsabilité le conseil d'administration, qui sera vérifié par le réviseur agréé. Vous voyez, mettez-vous à la place du réviseur agréé, on dit, mais il y a quelqu'un qui apporte 2 800 000 d'immeubles. Il ne faut pas quand même se tromper, parce qu'on promet des apports, puis on les libère. Vous avez compris que si vous promettez quelque chose, puis que vous ne libérez pas, ou pas ce qu'il faut, on va venir vous rechercher en disant, ben, il manque la différence. Donc on va vérifier, hein, l'immeuble, ça c'est pas compliqué, est bien propriété de la personne en question. Il l'apporte, donc il y a un contrat, là ça veut dire aussi c'est un acte notarié pour les immeubles. Il l'apporte à la société et il vaut au moins 2 800 000. S'il vaut plus, ben, tant mieux pour la société. Mais si on dit on l'apporte pour 2,8 millions, il ne doit pas valoir moins. Parce que s'il vaut moins, une fois que c'est apporté, hein, on dirait ah ouais, mais votre immeuble il vaut beaucoup moins, en fait il vaut 800 000 de moins, on va vous dire, mais vous avez apporté 2,8 millions, en fait c'est 2 millions, donc il manque 800 000. Donc là l'actionnaire ne sera pas très content en disant je dois apporter encore 800 000 alors que je croyais avoir tout libéré. Il va forcément demander des comptes au conseil d'administration qui s'est trompé dans son évaluation. Et on va encore demander des comptes au réviseur agréé qui a attesté cette valeur alors qu'il se serait trompé. Donc vous voyez, on a par tout ce mécanisme des moyens pour s'assurer quand même que ce qui est apporté a au moins ces valeurs. Pensez à l'apport, non pas d'un immeuble, en général on arrive à évaluer assez précisément un immeuble. Mais imaginez un brevet, une marque. On apporterait de la clientèle, hein, tout un portefeuille client. Ça, c'est plus compliqué hein, à évaluer. Parfois, vous apportez une entreprise. Vous apportez ce qu'on appelle une participation, des parts. J'apporte une part de, je ne sais pas quoi, 80% d'une société qui sera dorénavant une filiale. Voilà, tout est possible. On apporte une dette, emprunt hypothécaire pour 1,5 million. Bon, c'est facile de dire j'apporte cette dette. Il faut encore que le créancier soit d'accord, vous avez compris. Le créancier, admettons, une banque, a fait un prêt à l'actionnaire en question 1,5 million. Tout d'un coup, on lui dit cette dette, elle n'est plus pour l'actionnaire. Cette dette est reprise par la société. La banque doit formellement accepter, elle peut refuser, hein,
doit formellement accepter ce transfert. Elle n'est pas obligée. Vous avez compris, la solvabilité du créancier débiteur est différente. Et regardez, l'écriture n'est pas soldée. Il manque, pour solder, donc actionnaire compte apport, hein, forcément. $2 millions. 3,5 millions d'actifs, 1,5 million de dettes. Les actionnaires ont libéré 2 millions. Et leur compte, en tout cas de l'un ou de l'autre, peu importe, n'est pas soldé. Regardez le compte actionnaire. Promesse d'apport 2,4 millions, libéré 2 millions. Mais on a dit, c'est possible. Une partie de la promesse d'apport peut ne pas être complètement libérée. Notez que c'est assez rare. Mais on pourrait imaginer, comme ici. Troisième opération. Toute la procédure est maintenant terminée. Ça veut dire que l'inscription de l'augmentation du capital au registre du commerce a lieu. Sur la base de l'extrait du registre du commerce, on va demander à la banque de libérer les capitaux consignés. Vous voyez, la banque dit, nous attestons que nous avons reçu ces 700 000 de la part des actionnaires sur un compte bloqué, l'argent est là, il est à la banque, il est à disposition de l'entreprise, mais on ne le mettra réellement à disposition de l'entreprise qu'une fois les opérations terminées, c'est-à-dire une fois que juridiquement, l'augmentation du capital déploie ses effets lorsqu'elle est inscrite au registre du commerce. Alors c'est le cas. La banque ne garde pas cet argent dans ce compte consigné, elle vous le met sur, en général c'est la même banque, mais elle vous le transfère de compte. C'est maintenant un compte courant que vous pouvez utiliser librement, sous la responsabilité du conseil d'administration. Voilà. Après l'augmentation du capital, qu'est-ce qui va se passer au niveau des fonds propres? Ce qu'on voit d'abord, c'est que les opérations, elles suivent, les opérations, elles sont les mêmes que celles de la fondation. Le capital action, 4 millions, devient 5. C'est-à-dire, il y avait 2000 actions de 5, il y avait 8000 actions de 500. Et dorénavant, il y en a 2000 de plus, on l'a dit, il y en a 10 000. Vous voyez, toujours 500 nominal. La réserve légale issue du capital, qui était nulle, on vient de le dire, elle augmente. Première écriture, 1 400 000. La réserve légale issue du bénéfice, naturellement, ne bouge pas. Pour qu'elle bouge, il faut déjà soit qu'il y ait éventuellement, là c'est pas possible, un dividende, soit justement une attribution du bénéfice. Le bénéfice reporté ne bouge pas non plus. Et vos fonds propres augmentent de 2 400 000. Voilà, la structure des fonds propres. Je n'ai pas inscrit l'actif, mais vous avez compris. L'actif augmente. 700 000 de cash. On l'a dit. Cette augmentation de capital, en principe, elle finance la croissance. Ben, avec 700 000 de cash, on peut investir. L'actif augmente parce que dorénavant, il y a un immeuble qu'on pourra utiliser. Une usine, je ne sais pas quoi. L'actif augmente parce qu'il y a le solde du compte actionnaire compte apport
c'est entouré de $2,4 millions moins 2 millions de 400 000, inscrit à l'actif, c'est un peu spécial, mais enfin voilà, la loi dit vous inscrivez ça à l'actif. En fait, c'est comme une créance. L'entreprise, c'est-à-dire le conseil d'administration, peut, quand il le souhaite, solliciter les actionnaires en leur disant il manque 400 000, vous avez promis, vous n'avez pas libéré, on a besoin de ces 400 000. Le conseil d'administration peut solliciter en tout temps l'actionnaire pour apporter ces 400 derniers milliers de francs. Voilà, c'est un actif. Et puis au passif, on l'a dit, il y a quand même cette dette qui bouge. Voilà la situation des passifs ou des fonds propres plutôt. Ce qu'on voit maintenant, c'est ces deux réserves, ensemble, atteignent 3 200 000. Ensemble. Est-ce qu'une partie de ce montant est bloquée? Est-ce qu'une partie de ce montant pourrait, si on le souhaitait, être distribuée aux actionnaires comme dividende? Oui, on peut. Combien? Eh oui, c'est ça. Vous voyez, 2 500 000, là, vous n'avez pas le choix. C'est bloqué. C'est bloqué, ça ne sert qu'à couvrir, à absorber des pertes. Mais le reste, la loi dit 700 000, vous pourriez distribuer. Ça, c'est libre. Voilà. Voilà, on distingue nettement ces deux réserves légales issues du capital du bénéfice. Bon, c'est la loi, notamment parce que cette réserve, elle est importante. Elle est importante au niveau fiscal. Aujourd'hui, depuis quelques années d'ailleurs, cette réserve, mais alors il faut qu'elle soit inscrite dans ce poste réserve légale issue du capital de manière distincte au bilan. Elle soit constituée après 1996. Elle résulte d'une prime à l'émission comme ici. Eh bien, cette réserve, si on la distribue comme dividende, ben là, on peut distribuer 700 000, et puis un jour, vous voyez, un jour, le reste, on peut distribuer. Au plus tard, lorsqu'on liquide, quand on liquide la société, ben voilà, on distribue ce qui reste, notamment cette réserve. Lorsqu'on distribue cette réserve, si ces conditions sont satisfaites, l'intérêt, c'est que la distribution se fait sans impôt. Aucun impôt. Il n'y a pas d'impôt anticipé et il n'y a pas d'impôt sur le revenu chez l'actionnaire. Mais, bon, le peuple a voté là-dessus. Il y a une certaine logique à cela. Cette réserve, on le voit bien, elle a été constituée lors de la fondation ou lors d'une augmentation du capital. Comment? Par des apports de propriétaires. Donc c'est le propriétaire qui a apporté ses économies, qui ont été inscrites dans le capital action. Le jour où on distribue ce capital action, on redistribue les économies, c'est sans impôt, il y a une certaine logique. Eh bien, le jour où vous distribuez cette prime à l'émission, cette réserve légale issue du capital, c'est la même chose. Et c'est assez logique, parce que cette prime découle de l'apport d'économie du propriétaire. Donc on ne fait que redistribuer les économies. Si on distribue des réserves qui proviennent de bénéfices, par contre, alors là on dit, il y a une certaine logique aussi, l'État se sert en partie, considère que cette distribution de bénéfices est soumise à impôt. Il y a un impôt anticipé, puis ensuite un impôt sur le revenu chez l'actionnaire. Donc vous avez compris, il est important de bien distinguer les deux. Parfois c'est des montants élevés, cette réserve légale issue du capital. Il faut la distinguer, notamment pour ces raisons fiscales. S'il y a des frais, je n'ai pas mis ici, s'il y a des frais, il y a toujours des frais liés à l'augmentation du capital, parce qu'on doit passer devant un notaire, il y a des frais, parce que il y a un droit de timbre, il y a un petit impôt, j'en ai pas parlé, mais quand vous créez du nominal ou quand vous augmentez le capital, au-delà d'un certain montant, il est dépassé, il y a un petit droit de timbre, en fait c'est 2 400 000, il y a 24 000, 1% de droit de timbre à payer au fisc fédéral.
Il y a d'autres frais, comme ceux du réviseur agréé, qui va devoir attester, établir un rapport, attester que le rapport de fondation est complet et exact. Il y a les frais de la banque, l'office de consignation, qui prend quelques frais. Tous ces frais, je mets ici les frais, ils seront inscrits en diminution, c'est-à-dire au débit, de la réserve issue du capital. Ça, c'est la loi, de nouveau, qui le précise. S'il n'y a pas de réserve issue du capital, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'en prévoir une, il n'y a pas forcément une prime à l'émission qui est prévue. Dans ce cas, les frais doivent partir en charge. Donc s'il y a une réserve, comme ici, lorsque, un peu après l'augmentation de capital, on paiera ses frais, ce sera réserve légale issue du capital au débit, liquidité au crédit. Et s'il n'y a pas cette réserve, elle est zéro, elle ne peut pas être négative, on ne peut pas la toucher, on touchera alors le débit des charges. Voilà, ça c'est l'augmentation du capital. Par la voie ordinaire, l'Assemblée générale décide, le conseil d'administration exécute. Il y a une deuxième voie d'augmentation du capital. C'est la voie dite conditionnelle. Alors, l'AG, par un acte authentique, prend une décision. Elle prend la décision, ce qu'on appelle, de constituer, par une modification des statuts, les termes sont importants, un capital conditionnel, qui augmentera, vous avez compris, sous condition. Vous voyez, aujourd'hui je décide à l'AG de créer, constituer un capital conditionnel. C'est un capital inscrit dans les statuts, simplement. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe chez la société. Et ce capital augmentera si des conditions prévues dans les statuts sont satisfaites. C'est-à-dire lesquelles des porteurs de droits de conversion ou d'option exercent leurs droits. Imaginez deux cas. Premier cas, en général, c'est les grandes entreprises et certaines start-up qui le font quand même pas mal, qui disent on aimerait augmenter le capital, mais pas forcément tout de suite. Des créanciers disent ouais, mais moi, je préfère être créancier. Mais si la situation va bien à l'avenir, j'aimerais passer cette dette en action. Ben, vous voyez, start-up, des fois, créancier, on peut mettre un intérêt. Si c'est des actions, on ne peut pas. En cas de problème, créancier, on est quand même remboursé avant les actionnaires. Voilà. On émet ce qu'on appelle des emprunts convertibles. Donc il y a un emprunt, vous touchez le cash, mais il y a une dette. Mais le remboursement, ben, le créancier aura le choix. Soit il est remboursé au nominal, on lui rembourse sa créance, soit on le rembourse en action, selon des modalités qui sont prévues dans les statuts. Par exemple, on vous dit 1000 nominales d'emprunt, vous avez prêté 1000, eh bien on vous dit 1000, vous serez remboursé 1000 en cash, ou, mais si vous le souhaitez créancier, ou en 2 actions de l'entreprise. Vous avez compris, si l'action est plus que 500, ça vaut la peine. Mais pour ça, pour dire aux créanciers, si vous le souhaitez, vous recevrez des actions, il faut déjà garantir que l'entreprise pourra augmenter le capital le moment venu. Parce que l'Assemblée générale, si on est dans ce cas de figure, augmentation ordinaire, pourrait dire, ben non, on n'a pas envie. Il y a eu un changement d'actionnaire, il y a un nouvel actionnaire unique qui dit « mais moi, je n'ai pas envie d'avoir de nouveaux actionnaires ».
Alors pour protéger le créancier, on va constituer ce capital conditionnel. La prime éventuelle impacte la réserve légale issue du capital et on va prendre l'exemple immédiatement. A émet un emprunt convertible. En général, c'est des gros montants, 50 millions. Le créancier, on lui dit, vous avez deux solutions. À l'échéance, vous êtes remboursé cash, les 50 millions, ou bien, chaque fois que vous avez 1000 nominales d'emprunt, ce que j'ai dit avant, deux actions. Vous avez compris, hein, on voit bien. Si l'action vaut plus que 500, bon, soit elle est cotée, soit il y a des méthodes d'évaluation. Vous dites l'action, elle vaut 800 francs. Elle est cotée 800 francs. Vous avez le choix d'être remboursé 1000 en cash ou deux actions, 2 fois 800, quelque chose qui vaut 1600. Vous choisissez. C'est un choix qui est libre, vous choisissez les deux actions. Par contre, si l'action ne vaut que 300, parce que la société évolue mal, etc., vous avez le choix entre 1000 cash, comme remboursement, ou deux actions, 2 fois 300, 600. Là, vous dites, je préfère les 1000 en cash. Donc, vous voyez, votre risque de perte, il est assez limité. Vous participez au potentiel de gain, mais votre risque de perte, hormis cas de faillite, évidemment, est limité. Alors, un créancier arrive et dit « J'aimerais convertir 50 000 nominales d'emprunt. » Il dit à partir d'un certain temps, c'est prévu, la période de conversion, il dit « J'ai le droit, j'exerce mon droit de transformer ma créance de 50 000, je ne suis plus créancier, je deviens actionnaire. Et je reçois 100 actions. 50 000 sur 1000, il y a 50 tranches de 1000, chacune 2 actions de 50. Alors, on va voir ce que ça implique chez la société. Si j'émets un tel emprunt convertible, je dois garantir les créanciers que s'ils le souhaitent, ils pourront convertir. Et par conséquent, je dois constituer ici un capital conditionnel. L'Assemblée générale décide de modifier les statuts, d'inscrire, c'est une simple inscription dans les statuts, capital conditionnel tant. Aucune opération comptable. Ça n'implique rien sur les comptes. Rien du tout. Il n'y a pas de promesse d'apport, il n'y a rien du tout. Peut-être qu'on augmentera, peut-être pas. Ça dépendra du choix libre du créancier. Mais les statuts prévoient, si le créancier veut convertir, eh bien le capital augmentera de plein droit de par les statuts. Il n'y aura plus besoin d'une décision de l'AG. Elle est prise maintenant. Le capital conditionnel, j'aurais pu en parler, prévu dans les statuts, il y a un maximum, 1/2 du capital action existant. Donc si vous avez un capital action de 10 millions, vous pouvez créer un capital conditionnel de 5 maximum. Voilà, pour l'instant, mais c'est important, l'Assemblée générale a pris une décision, il y a une modification des statuts, on émet l'emprunt. Alors, émission et libération de l'emprunt. L'entreprise emprunte, c'est une dette. Pour l'instant, c'est une dette. Liquidité au débit, donc dans le compte courant, hein, liquidité au débit, on reçoit 50 millions. Emprunt au crédit. On va mettre emprunt convertible pour montrer qu'il est convertible.
Voilà, c'est un simple emprunt pour l'instant, qui porte intérêt, assez bas, très bas même, parce que forcément, vous avez, en tant que créancier, un droit de conversion qui a une valeur. Alors, cette valeur, on la compense en disant, en contrepartie, l'intérêt auquel vous avez droit est assez bas, même très bas. Puis, dans la chronologie, il y a maintenant la conversion par un créancier, ils convertissent quand ils le souhaitent, conversion de 50 000 nominales d'emprunt. Donc, c'est le créancier qui dit « J'ai 50 000 de créances envers vous, je n'ai pas envie d'attendre le remboursement, donc, ces 50 000 ne seront pas remboursés, je demande qu'ils soient transformés en actions, parce que voilà, j'y vois un intérêt, je préfère les actions. La société n'a pas le choix, elle doit exécuter ce droit du créancier. Elle va augmenter son capital, par la voie conditionnelle, justement. Il n'y a pas de décision de l'Assemblée générale, elle a été prise plus haut à l'opération 1. Emprunt au débit qui diminue parce qu'il est remboursé. « 50 000 », vous avez dit, hein, ce n'est pas l'intégralité, mais une partie. Il est remboursé, mais par contrepartie, ce n'est pas en cash, hein, on ne verse rien comme cash. Non, ce sont des actions qu'on émet. C'est maintenant que le capital augmente. Pour combien? Donc le principe, c'est 1000 nominales et nous on a 50 000 nominales. C'est-à-dire 50 000 sur 1000, 50 tranches d'emprunt. Vous voyez, vous avez 50 tranches, vous dites j'apporte 50 tranches d'emprunt de 1000. On vous dit, les conditions de l'emprunt, elles sont claires. Chaque fois qu'il y a une tranche de 1000, c'est 2 actions. Donc on va émettre 50 fois 2, 100 actions. Et les remettre à ce créancier. Et ces 100 actions, rappelez-vous, le capital action, c'est toujours le nombre d'actions émises, 100 fois le nominal. Ici, c'est 50. « 5 000 nominal. Mais l'écriture n'est pas soldée. Vous voyez, j'augmente le capital 5 000 par un apport. Il faut toujours un apport. Qui est ici la conversion de la dette. Hein. On a vu les 4 types d'apports avant. Cash, en nature, conversion de dette, conversion de réserve. C'est le 3e, conversion de dette. Si il y a 5 000 nominales émis, l'apport est d'au moins 5 000, mais là il est de 50 000. Donc il y a une prime de 45 000. Qui touche quel compte? Ah oui, c'est toujours la même chose, réserve. Légal. Issu du capital, donc fonds propres. Vous voyez, par cette opération, vos dettes diminuent, 50 000, vos fonds propres augmentent, 50 000. Et puis, pour les autres qui n'auraient pas converti, admettons qu'ils ne convertissent pas, eh bien, on les remboursera en cash. Le moment venu, emprunt au débit, il reste 49 950 000.
à crédit liquidité. Voilà, vous avez compris le principe de cette augmentation par la voie conditionnelle. On émet un emprunt pour différentes raisons qui portent un certain intérêt. Dans les startups, qui portent un intérêt quand même, ouais, c'est quand même 5-8%. Le créancier dit, voilà, je ne suis pas tout de suite actionnaire, donc si les choses évoluent, chaque année j'ai mon intérêt, c'est déjà pas mal. Vous voyez, 5%, 8%, c'est déjà pas mal sur quelques années. Si la société va bien, j'ai le droit de convertir et je participe au succès. Si ça ne va pas si bien, je serai remboursé s'il y a suffisamment de cash. L'autre situation qu'on voit en pratique, c'est celle-ci. B émet des options en faveur, tout en bas, de ses collaborateurs, collaboratrices. Ça se voit beaucoup dans les startups. Mais pas seulement. On vous dit, voilà, vous êtes travail d'entreprise, on vous dit, ça fait partie de la politique RH, rémunération, on vous dit, vous avez un salaire donné, mais en plus, vous recevez des options. C'est-à-dire le droit qu'on peut recevoir gratuitement ou pas, le droit, ici, on va dire gratuit, qu'on a de souscrire un certain nombre d'actions, alors ici ce sera 200 nominales, à un prix donné, 1000. Et vous avez compris, si l'action vaut plus que 1000, prenez les startups. Ou bien ça marche, c'est le succès, ou bien ça ne marche pas. Donc on vous dit, si c'est le succès, vous participez au succès, ça motive un peu les gens. Puis si ça ne marche pas, vous participez au risque. Mais enfin, cette option, vous l'aurez reçue gratuitement. Alors, un peu comme avant, il s'agit de prévoir que si les porteurs de droits d'option le souhaitent, eh bien il faudra émettre des actions. Il faut donc prévoir un capital conditionnel suffisant. C'est comme avant. L'AG décide de constituer, par une modification des statuts, je ne marque pas tout, un capital conditionnel suffisant. Voilà. Émission des options. Vous êtes collaborateur, collaboratrice, on émet des options. On va dire ici, c'est un peu plus compliqué en pratique, s'il y a de la valeur à ces options, mais on va dire, ça dépend de plusieurs facteurs, pas d'opération. Suivant les cas, c'est quand même du salaire. C'est quand même, pour un collaborateur, c'est quand même du salaire. Si on vous remet des options qui ont de la valeur, ça reste quand même, suivant les cas, ça reste du salaire. Bon, pas d'opération. Et puis, troisième opération. Exercice des droits d'option. Ça veut dire que vous avez ces options, on vous dit, pendant un certain temps, le temps c'est fixé dans les statuts, pendant 5 ans, 10 ans, ce que vous voulez, vous pouvez, vous ne devez pas, si vous le souhaitez, exercer l'option, c'est-à-dire devenir actionnaire. Mais alors, il faut passer à la caisse, cette fois. Il faut un apport. Vous dites, pour différentes raisons, je souhaite exercer mon option, souscrire 100 actions de 200 au prix de 1000. Donc vous dites, je vais apporter 100 fois 1000, 100 000. Bon. Office de consignation, puisque c'est en espèces, après, en général, on sautera cette étape pour simplifier, mais on ne peut pas la sauter complètement. On doit déposer l'argent dans cet office de consignation, 100 000. Contrepartie, capital action. C'est toujours la même chose. Nombre d'actions émises, 100, fois nominal, 200.
80 000, c'est toujours la même chose. J'apporte 100 000, j'ai 20 000 nominal, la prime de 80 000, réserve, légale, issue du capital. Donc là, on tourne en rond, c'est toujours la même chose. Puis après, mise à disposition des capitaux consignés, hein, donc là, vous avez compris, l'argent, assez vite, va être placé sur le compte bancaire, compte courant de l'entreprise. L'office de consignation, le compte bloqué va être soldé. Voilà. La personne en question apporte 100 000. Mettez-vous à la place de l'entreprise, elle reçoit 100 000 de cash. Et elle augmente son capital. Alors les autres actionnaires pourraient dire « Ouais, mais moi, ça ne m'arrange pas. Parce que j'ai un actionnaire ici qui souscrit au prix de 1 000 francs l'action, alors qu'elle vaut peut-être 4 000 ou 5 000 ou plus. » Les autres actionnaires, mettez-vous à leur place, vont dire on dilue le capital, on a des actions qui valent 4 000, tout d'un coup il y en a une nouvelle apportée à 1 000, mais c'est ainsi. C'est ainsi. On suit la procédure, c'était un choix, première étape, décidé à l'Assemblée générale, les actionnaires ont décidé de créer ce capital conditionnel, maintenant, c'est la suite assez logique quand la situation au niveau de l'action évolue bien. Voilà, sur ce point, ça marche? Il reste, puis après on prend les cas, l'augmentation du capital par le biais d'une marge de fluctuation. C'est nouveau. Ça vient d'entrer en vigueur au 1er janvier de cette année. C'est toujours la même chose. L'Assemblée générale, donc les actionnaires, décident, par un acte authentique, de donner le droit, mais pas l'obligation, ça c'est important, le droit, au conseil d'administration d'augmenter ou de réduire le capital dans le cadre d'une marge de fluctuation. La marge, elle est fixée dans les statuts. C'est entre 0,5 et une fois et demi le capital existant. Ça veut dire que si vous avez 10 millions de capital aujourd'hui, vous avez la possibilité de dire au conseil d'administration, par une modification des statuts, vous pouvez, si vous le souhaitez, dans une durée qui ne doit pas excéder, sauf erreur, 5 ans. Après, on peut renouveler. Augmenter le capital sans passer par l'Assemblée générale, sans à nouveau passer par l'Assemblée générale, jusqu'à 15 millions, ou le réduire jusqu'à 5. En suivant des procédures, mais sans à nouveau passer par l'AG. Alors ça, c'est intéressant dans certains cas. Toute la procédure d'augmentation, de réduction, c'est celle qu'on a vue, hein, l'augmentation de capital avec la souscription, etc. Dans quel cas, c'est intéressant de laisser cette flexibilité au conseil d'administration. Vous voyez, le conseil d'administration pourrait dire « j'augmente le capital, je n'ai pas besoin de l'accord des actionnaires, j'ai le droit d'augmenter ». Par exemple, s'il faut aller vite, et de manière un peu discrète, pour lever des fonds. Vous voyez, quand la situation va mal dans les grandes entreprises, cotées en bourse, il faut trouver des fonds assez vite, avant que le marché connaisse la réelle situation. Parce que si on n'a pas lancé cette procédure et si on ne s'est pas assuré qu'un actionnaire ou des actionnaires vont augmenter le capital, le jour où on annonce les pertes, ça va faire des dégâts. C'était le cas, c'était le cas d'UBS à l'époque, en 2008 ou 2009, quand ils avaient annoncé leurs pertes de 20 milliards. Évidemment, hein, une banque qui annonce 20 milliards de pertes, c'est énorme pour les marchés, notamment pour les créanciers. On s'est dit, mais si on annonce une telle perte, à l'époque, hein, il y a déjà plus que 10 ans, mais ça va être la panique. Les créanciers vont sortir leurs fonds, ça peut être assez vite une faillite. Alors, avant cette annonce, la banque,
qui avait la possibilité d'augmenter le capital par cette voie, elle a sollicité 2 actionnaires en leur disant, en discrétion, voilà la situation, est-ce que vous souscrivez? Les actionnaires en question ont dit oui, 12 milliards. Le jour où la banque a dû annoncer la perte, 20 milliards, ils ont dit, mais vous inquiétez pas trop. Oui, les fonds propres baissent de 20 milliards. Oui, c'est embêtant, oui, c'est grave. Mais des actionnaires ont promis, c'est fait, c'est signé, d'augmenter le capital de 12. C'est fait. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que si vous annoncez 20 milliards de pertes puis que vous dites bon, on va voir ce qu'on fait. On va essayer de trouver des fonds. Vous ne les trouverez pas. Il faut agir avant. C'est ce qu'a fait la banque, grâce, et c'est notamment pour ça que cette augmentation par marge de fluctuation existe, grâce à cet instrument. Voilà, quand il faut agir vite, en discrétion. Quand vous dites également, j'aimerais acheter une entreprise. L'acquéreur, le vendeur va dire, ouais, mais bon, vous avez les moyens d'acheter? Non, je n'ai pas le cash. Non, je n'ai pas les moyens de financer par dette. Mais j'ai les moyens de financer par augmentation de capital. Vous pouvez dire au vendeur, on vous achète et en échange, vous recevez nos propres actions. Hein, c'est des achats par échange d'actions. C'est facile. Vous avez la possibilité légale, statutaire de le faire. Parce que sinon, la cible que vous cherchez à acquérir, vous ne pourrez pas l'acheter. C'est-à-dire que les vendeurs potentiels vont dire vous n'avez pas les moyens d'acheter, on vous donne aucune information. Donc il n'y aura pas d'acquisition. Troisième situation, c'est le conseil d'administration qui dit grâce à cette augmentation du capital, je n'ai pas besoin de passer par l'actionnariat, l'Assemblée générale, eh bien je rémunère. Je rémunère une partie ou tout, les collaborateurs de l'entreprise en actions. En fin d'année, je peux dire, ben voilà, comme bonus, je distribue des actions. Voilà, ça donne de la flexibilité au conseil d'administration. Voilà, ça c'est l'augmentation de capital. Alors on voit, il y a des procédures, elles sont assez lourdes. Hein. Les 3 modes, ordinaire, conditionnel et cette marge de fluctuation. Jusque-là, alors on va passer quand même au cas. Succursale, Baricot, vous avez différentes opérations. Je vous les remets. C'est le 13. Baricot a son siège à Genève ou ailleurs, peu importe. Une succursale à Lausanne, tient sa comptabilité autonome. Donc, l'un et l'autre tiennent leur comptabilité. Rappelez-vous, siège succursale, c'est une seule et même entreprise. Vous pouvez bien tenir une comptabilité distincte à la fin. C'est la même entreprise, il va falloir réunir le tout, consolider le tout. Il y a quelques opérations qu'on va journaliser. 30 décembre, le siège vend des marchandises, 220 000, avec une petite marge. C'est vite vu. Ces 220 000 sont saisis chez le siège, on est chez le siège, comme vente. Vous voyez? Vous inscrivez au débit un compte créance client. Mais ici, plutôt que créance client, vous avez compris, c'est le compte succursale, compte courant, qui est positif, négatif, ça dépend, c'est un compte courant. Ça veut dire qu'ici, la succursale doit au siège 220 000. Contrepartie, vente à la succursale. Parce que, rappelez-vous, on aime bien distinguer les ventes à la succursale des ventes à des tiers. Vous vous rappelez pourquoi? En fin de période, qu'est-ce qui va se passer? Annuler. Oui, on va les annuler. Alors le mieux, quand on annule des soldes, c'est d'avoir ces soldes, justement, dans des comptes distincts. Plutôt que d'avoir un compte vente, un compte fourre-tout, où il y a toutes les ventes, puis en fin de période, il faut chercher celles de ces ventes qui sont réalisées à la succursale, c'est beaucoup plus simple. CMV, charge marchandise, à achat ou stock, c'est égal, puisqu'on utilise la permanence.
198 000, vous voyez pourquoi. Hein. On dit dans la donnée qu'il y a une marge de 10%. Donc 90% de 220 000, c'est de la charge qui sort du stock. Hein, des fois, j'utilise le compte achat qui fonctionne comme un stock. En fait, c'est un compte qui fonctionne comme un stock. Voilà. Vous payez les salaires de la succursale. Bon, salaire succursale, pas de problème. À banque. Puis après, vous les mettez au débit de succursale, peu importe. Logiquement, dans les sociétés, c'est le siège qui s'occupe de ces opérations de salaire. Puis ensuite, on refacture, comme on le voit ici, on refacture ces salaires à la succursale. Transfert de fonds. Vous avez votre succursale qui vous verse des fonds. La succursale a une certaine indépendance, elle reçoit du cash. Au bout d'un moment, elle verse ce cash, il y en a un peu trop, sur le compte bancaire du siège. La banque augmente et succursale compte courant au crédit. Vous voyez, c'est comme si c'était un passif ici. Créditer le compte succursale, ça veut dire que vous devez l'argent à la succursale, forcément. Et puis, en fin de période, la succursale vous dit, on fait une perte de 20 000. Pour l'instant, chez le siège, vous n'avez pas saisi les ventes, les achats, les charges de la succursale. C'est la succursale qui les enregistre. Qui vous montre son compte de résultat, voilà, moins 20 000. Alors, vous dites, il faut bien saisir ce résultat, cette perte, parce que c'est la même entreprise. Résultat de la succursale, perte et profit, au débit, charge, à crédit succursale. Forcément, cette perte, vous devez la financer. Qui la finance? Ça ne peut pas être des banques, des associés, je ne sais pas quoi, c'est l'entreprise. Chez la succursale maintenant, forcément que si l'un vend, l'autre achète. Rappelez, tout à l'heure, on a dit, le siège vend 220 000. La succursale achète et saisit l'achat. On avait dit, l'argent est dû par la succursale. Chez la succursale, crédit au siège, l'argent est dû au siège. Vous voyez, c'est comme si c'est un passif ici. En fin de période, stock à achat, parce qu'on dit ces achats de 30 décembre, ils ne sont pas encore consommés, ils ne sont pas revendus, ils restent en stock. Rappelez-vous que dans cette méthode, permanence d'inventaire, le solde du compte achat, en fin d'année, il est viré au stock, c'est-à-dire au stock qui est un compte de bilan, ce qui est normal. Au coût d'acquisition, pas de problème. Donc ces 220 000 sont en stock. Paiement des salaires, salaire à siège, c'est le siège qui a payé. Donc vous devez l'argent au siège. Comme si je le mets au passif. Mais c'est votre charge. Ok, le siège paye, mais il vous dit... vous, succursale, chargez votre compte de résultat. Ces salaires, ils sont affectés, ils sont consommés à la succursale. On établit notre compte de résultat et on aboutit à perte 20 000. La donnée vous dit qu'avant ces opérations, il y avait 15 000 de bénéfices, mais il y a encore cette charge de salaire de 35 000 à saisir maintenant, et on arrive à une perte de 20 000. Il faut l'attribuer, cette perte. Vous voyez, dans la société, le résultat, on l'inscrit au fonds propre du bilan.
les actionnaires, les propriétaires ont un droit sur, une prétention plutôt sur ce résultat. Et bien là, on va l'inscrire au siège, au débit, comme si on inscrivait au débit des fonds propres. S'il y a une perte, elle réduit les fonds propres, ça débite les fonds propres. Ben là, on diminue, on touche le compte siège, en disant, eh bien, cette perte, ma foi, c'est bien le siège qui doit la prendre en charge, vous nous devez le montant. Vous voyez, c'est comme si, ici, je mettais actif. Et puis, perte et profit, parce que je solde perte et profit. Perte et profit, c'est la liste des ventes au crédit, ou des produits, la liste des charges au débit. Il y a plus de charges que de produits, puisqu'il y a perte. Alors pour solder perte et profit, 20 000 au crédit. Maintenant, perte et profit est soldé. Ça, c'est les opérations simples, hein, c'est simple, assez vite, qu'on a chez l'un et chez l'autre. Puis on voit que chaque fois que l'un touche le compte siège, ben, l'autre touche le compte succursale. À la fin, il faut qu'il soit équilibré. Oui. Je suis désolé, Ouais. le moment où les paiements des salaires de la succursale venant du siège, pour comment le siège là, je comprends pas comment on fait salaire succursale, banque, succursale, salaire succursale. Moi, j'ai fait 2 opérations, j'aurais pu en faire qu'une. J'aurais pu faire ça. Ça aurait été plus simple. Ça revient au même, mais ce serait plus simple, ouais, je suis d'accord. Directement succursale. Ouais, des fois, j'ai mis salaire, c'est vrai qu'on laisse des fois une trace dans le compte salaire, puis après on refacture. Alors, question 2. Ah ouais, alors question 2, elle est importante. Les ventes. Juste pour montrer ce que présente le poste-vente. Chiffre d'affaires du siège, on vous donne la donnée, 4 852 000. Plus, ça c'est les ventes au tiers, les ventes à la succursale. Ça c'est une donnée. Et plus encore 220 000, parce qu'on vient de dire tout à l'heure qu'il y a en plus ces 220 000, hein, ça c'est l'opération 1 tout à l'heure. Donc ça c'est ces 2 premiers chiffres, le solde que vous avez quand vous reprenez la comptabilité, vous dites qu'il faut encore inscrire 220, votre solde maintenant c'est 6 431 000. Chez la succursale, ben, il y a 1 681 000, c'est-à-dire la somme des deux ici. Non, pardon, excusez-moi, c'est une donnée, pardon, c'est pas vrai. Les ventes de la succursale, c'est une donnée à des tiers, 1 681 000. Donc vous avez les ventes qui ressortent de la comptabilité du siège de la succursale, mais rappelez-vous, les ventes de la succursale, c'est ici que ces 2 montants doivent être éliminés. Oui, ils sont dans la comptabilité du siège. Oui, ils sont dans les ventes du siège, mais c'est des ventes internes à la succursale. Donc c'est éliminé. Et les ventes que vous aurez selon vos comptes annuels, on dit comptes réunis, 6 533 000. C'est vraiment les ventes à des tiers. Rappelez-vous, hein, tout ce qui est interne, comme quand on consolide des comptes de société pour établir des comptes de groupe, tout ce qui est interne est éliminé. Il y a une autre manière de présenter, naturellement, mais vous devez tomber sur 6 533 000. Plus compliqué. La question 3, elle consiste à dire, maintenant, vous avez vos comptes du siège, vos comptes de la succursale. Il faut établir les comptes de l'entreprise, siège plus succursale. Ben, on vient de le dire. Sur la base de ces comptes réunis,
il faut éliminer les ventes, éliminer les achats. L'un a vendu, on l'a vu avant, pour un total d'1 579 000, c'est ce qu'on a vu avant, et l'autre a acheté. L'un a saisi des ventes, l'autre a saisi des achats. Il faut éliminer ces ventes et ces achats, en diminuant par un débit les ventes, en diminuant par un crédit les achats. Comme s'il n'y avait pas eu d'achat ni de vente. Le problème ici, ça ne se fait pas toujours. Il y a des marges internes. Votre stock, on dit, en fin de période, il y a 10% de marge sur 386 000. Donc la succursale, elle vous dit, nous on a 386 000 qui proviennent de ventes internes. On sait que le stock est au coût d'acquisition, puis on l'a vu avant, quand on avait fait l'opération, on avait viré le solde du compte achat en stock, on l'avait vu, c'est au coût d'acquisition et incluant la marge. Est-ce que le stock de l'entreprise inclut cette marge? Vous achetez 100, vous revendez 110 à la succursale. OK, chez la succursale, c'est 110 le stock. Mais vous, entreprise et succursale réunies, vous l'avez acheté 100. C'est ça le coût d'acquisition. C'est pour ça que je crédite, donc je diminue le stock. Pour la marge incluse dans le stock final. J'élimine la marge. Éliminer des marges, c'est éliminer des profits. Si j'élimine la marge. Alors, réserve ici. Réserve, c'est le bénéfice accumulé. Dans le passé, j'ai éliminé des marges internes de 29 800. Dans le passé, j'ai réduit mon bénéfice. Donc le bénéfice cumulé. Réserve, c'est le bénéfice cumulé. Rappelez-vous, par exemple, la réserve légale issue du bénéfice, c'est vraiment ce qu'on a attribué résultant de bénéfice dans ces réserves. Le résultat reporté, bénéfice reporté, c'est tout le bénéfice qu'on a accumulé. Eh bien, 29 800 de trop. Parce que la société siège a saisi des marges de 29 800 dans le passé qui ont été éliminées. Et 8 000, ça c'est évidemment la variation de stock, la variation de marge dans le stock, 8 800, c'est-à-dire 88 000 de variation de stock, fois 10%. Vous voyez, si la marge passe de 29 800 début dans le stock à 38 600, c'est qu'elle a bougé de 8 800. Et si elle bouge, c'est par perte et profit. C'est quand vous avez fait la variation de stock en fin d'année, y compris la marge, eh bien vous avez trop saisi de montant, 10% de trop. Vous voyez, quand vous faites variation de stock, je simplifie ici, stock au débit, achat au crédit, pour 8 800 de trop. Je réduis l'achat de ces 8 800. Quand je dis achat, c'est la charge, vous avez compris. Achat marchandise ou charge marchandise. Vous avez compris cette écriture, c'est l'écriture compliquée qu'on retrouve quand on consolide des chiffres dans les comptes de groupe. C'est toujours la même chose. C'est la marge du stock départ, c'est toujours réserve, bénéfice accumulé, parce que ça concerne les exercices précédents. Le compte concerné au bilan, c'est le stock pour la marge finale. Et entre le début et la fin, la variation forcément, entre le début et la fin, la variation, on sait bien que si ça varie durant l'année, c'est en touchant un compte de perte et profit, donc ici achat.
Le but, c'est que, quoi qu'on fasse durant l'année, on saisit nos opérations avec ou sans marge, c'est qu'à la fin, on veut des opérations sans marge interne. Puisque siège succursale, c'est la même entité. Ça, c'est un détail. Rappelez-vous que le résultat de la succursale a été saisi comme charge chez le siège. C'est interne, on élimine. Et ici, ce poste en vert, au crédit, permet d'éliminer cette écriture qu'on avait ici. Un résultat, on ne veut pas le résultat, on veut des ventes, des charges, c'est-à-dire du résultat, mais on ne veut pas en plus ce poste qui s'inscrit ici en manière nette chez le siège. Et puis perte et profit chez la succursale, vous vous rappelez, on avait touché perte et profit tout à l'heure au crédit, et bien on élimine cette écriture. Et puis le compte courant des succursales et du siège, on doit avoir le même solde, c'est bien le cas. Siège compte courant, succursale compte courant, le but c'est que ces comptes courants soient soldés. On ne peut pas avoir une créance sur soi-même. Voilà, ça c'est des opérations qui se basent sur les comptes réunis, c'est-à-dire siège plus succursale réunis. La question 4, vous dites ah tiens, les comptes de la succursale, c'est pas bon. Ouais, elle fait une perte cette année, il y a eu des pertes dans le passé. Et alors, quand vous analysez la situation, la succursale, ce n'est pas une entité juridique. Si vous analysez la situation, c'est celle de l'entreprise. Siège plus succursale réunis. Peu importe qu'une succursale soit... Enfin, pas peu importe, mais enfin, ce n'est pas là l'important, qu'elle soit déficitaire, qu'elle ait un bilan qui montre une bonne, mauvaise situation. Ce qui est important, c'est l'ensemble. Puisque juridiquement, c'est l'ensemble qui ne forme qu'une entreprise. Seule la faillite du siège est possible. C'est pour ça que c'est l'ensemble qui est important. Si le siège tombe, ben c'est l'ensemble qui tombe. Mais on ne pourrait pas avoir une succursale qui ferait faillite. Ce n'est pas possible, juridiquement, ce n'est pas possible. Et puis 5, c'était la possibilité qu'on a, c'est un choix, de centraliser la comptabilité chez le siège. Le siège s'occupe de toutes les opérations comptables dans une seule et même comptabilité, plutôt que deux comptabilités indépendantes. Ça ne change rien. Les chiffres à la fin seront les mêmes. Les avantages, si on peut en trouver, c'est que, évidemment, on centralise tout au siège. Les dirigeants ont peut-être plus rapidement de l'information, mais aujourd'hui, avec le système informatique, par des accès qu'on peut donner, l'accès à l'information qu'on peut donner aux dirigeants, information sur les chiffres de la file de succursale, c'est plus vraiment un problème. Mais c'est vrai qu'alors, dans ce cas, dans une même comptabilité, vous avez donc immédiatement de l'information. S'il faut trouver des désavantages, c'est vrai que ce sera un peu plus lourd. Ce sera plus lourd, la comptabilité sera plus volumineuse, mais bon. Et alors, c'est pas un problème. Peut-être il faut communiquer, mais aujourd'hui on peut communiquer facilement avec l'outil de communication qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on doit communiquer régulièrement de l'information de la succursale au siège pour que le siège puisse saisir les opérations. Voilà, il y a un peu plus de communication interne, mais voilà, ce n'est pas un problème. J'ai mis des avantages, des inconvénients pour donner un peu donner des réponses, mais enfin, il n'y a pas... ce n'est pas des avantages, des inconvénients très importants. Voilà, sur ce cas, est-ce qu'il y a des questions? Oui? Non? Pas de questions?
Pas de questions. Alors, on va s'arrêter là comme prévu. Prochaine fois, je n'ai pas pu prendre le 16, je prendrai le 14, le 15 et le 16 la prochaine fois. Donc, ils sont sur le site. Mais je prendrai 14, 15, 16. On fera plutôt des cas. Voilà, bonne fin de journée. À jeudi.